Aujourd'hui, je vais vous parler du célèbre investisseur Warren Buffett. Warren Buffett, je le sais, on en parle tellement dans le monde de l'investissement, puis on l'utilise comme référence pour éduquer les investisseurs. Puis c'est vrai parce qu'en réalité, cet investisseur-là, il a mis tellement d'heures à travers ses lettres annuelles pour les actionnaires, puis la rencontre annuelle aussi qu'il y a avec les actionnaires à chaque année pour pousser l'investisseur à s'améliorer dans son processus. Puis, on va parler par contre du processus d'investissement de Warren Buffett, comment vous pouvez le limiter, mais aussi la réalité qu'il offre dans sa stratégie, qui a un risque peut-être pour nous si on voudrait exactement limiter puis s'attendre à avoir les mêmes rendements que lui. Donc, pourquoi que Berkshire Hathaway, le conglomérat qui appartient principalement à Warren Buffett et son partenaire Charlie Munger est si reconnu, c'est qu'à travers les années, depuis qu'ils sont à la barre de l'entreprise, en 1965 jusqu'en 2021, avec les derniers résultats annuels qu'on a obtenus, la croissance de la valeur au livre de l'entreprise a été de 20 par année. Pendant que durant cette période de temps-là, l'indice du S&P 500 a fait une performance qui est de la moitié. Dans ce 20 %-là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des sociétés publiques, mais aussi des sociétés privées. Et vous allez voir aussi un facteur que peu de gens réalisent, qui fait partie un peu de la secrète, qui vient bonifier la performance et qui a son lot de risques. Maintenant, si on s'adresse juste du côté sélection de titres boursiers, okay? Si demain matin, vous me dites, moi, j'aimerais ça, je me pose la question, si Warren Buffett était dans mes souliers, quel genre de compagnie il identifierait s'il n'y avait pas la contrainte de taille. Parce qu'aujourd'hui, puis on va le voir un peu plus loin, c'est sûr que la performance de Berkshire Hathaway au niveau de sa croissance de la valeur au livre est plus limitée parce que leur carré de sable est plus limité. Eux, ils veulent prendre des positions dans des sociétés, des positions importantes, mais avec la taille de leur capital, les options sont limitées. Mais nous, on n'a pas ce problème-là, malheureusement. On a l'ampleur du choix parce que la taille de nos portefeuilles est loin de se comparer à ce que Warren Buffett a sous gestion. Mais c'est quoi son processus? Puis récemment, il y avait une entrevue qui avait été faite avec Tom Combs, qui est un peu un des lieutenants, le bras droit de Warren Buffett. Puis il mentionnait qu'une fois par semaine, chaque dimanche, il va voir Warren à sa maison, à son domicile. Puis il parle d'idées d'investissement. Puis c'est quoi le premier filtre qu'il applique pour choisir des titres? C'est un filtre économique. Donc, l'idée ici, c'est quelle société qui se transige un ratio court-bénéfice au maximum de 15 fois les profits? Évidemment, plus que c'est bas, mieux que c'est. On va avoir un exemple tangible. Avec laquelle on a une conviction que cette compagnie-là a une croissance. Une conviction à 90 % qu'on est sûr que cette compagnie-là va continuer de croître son bénéfice à travers le temps. Puis idéalement, il faudrait que cette croissance-là du bénéfice augmente de 7 % par année. Puis pour aider les gens à chiffrer ça facilement, c'est qu'une compagnie qui son profit croît de 7 % par année, au minimum, bien, c'est quoi les attentes? C'est que ça double aux 10 ans environ. Donc, ça, c'est un peu le filtre. Donc, on le voit ici dans le texte, on disait que maximum, on va payer 15 fois les profits pour une société. Il faut qu'on ait vraiment confiance que la compagnie va croître ses profits d'ici 5 ans et d'au moins 7 % avec une conviction d'environ 50 %. C'est très quantitatif, puis on va donner un exemple tangible. Et là, ici, on va imaginer que, encore, je fais un exemple, on analyse une compagnie qui est privée. Parce que Warren Buffett, Charlie Munger, ce qu'il nous dit toujours, c'est que la bourse, c'est une plateforme pour acheter des parts d'entreprise. On évalue l'entreprise. Après, on va acheter des parts. Ce n'est pas nécessairement le prix par action qui est important, c'est d'évaluer l'entreprise. Donc, disons, vous avez une entreprise qui correspond au style, aux critères d'investissement de Warren Buffett, puis on va en parler un peu plus loin encore davantage. Disons, cette entreprise-là a une valeur de 10 milliards. Le prix maximum que Warren Buffett est prêt à payer pour, c'est à 15 fois ses profits. Ça, c'est le plus cher qu'il est prêt à payer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est dans le fond, si je prends la valeur d'entreprise divisée par 15, on va découvrir le profit net. Donc, une société qui se transige qui vaut 10 milliards, bien, va générer au minimum, selon les attentes de Warren Buffett, des revenus nets après impôt de 667 millions de dollars. Si je compare ça à de l'immobilier, OK, dans le fond, si je prends mon profit net, donc je regarde le chiffre d'affaires de l'entreprise, ils ont des dépenses, ils payent des impôts, il va me rester combien dans les poches si j'avais été assez riche pour faire tout simplement un chèque de 10 milliards et acquérir la fameuse entreprise? Bien, à chaque fin d'année, il me restait à peu près 6,7 % de rendement net après impôt. Fait que si je ramène ça avant impôt, environ un rendement d'à peu près de 13 % brut équivalent.
Ça, c'est le minimum selon les attentes de Warren Buffett. Donc, lui, s'il achète une entreprise pour faire un chèque, il dit il faut que je fasse l'équivalent d'un rendement net après impôt de 7 par année avec ça. J'arrondis. Après, cette compagnie-là doit croître parce que 7 qui fige dans le temps avec l'inflation, ben, ils ont une perte de richesse. Donc, il faut que la compagnie continue une croissance. Et là, disons que dans 5 ans, le bénéfice de la compagnie croît de 7 mais on n'est pas sûr. On se dit on a une chance sur 2, puis on ramène ça encore au barème minimum, le seuil de tolérance de Warren Buffett. On dit on a une chance sur 2, 50 Fait que dans le fond, on met une projection de 50 de 7 c'est 3,5. Et ce que ça ferait, c'est que dans le fond, là, si j'étais assez riche, j'achetais une compagnie de 10 milliards aujourd'hui, puis dans 5 ans, selon les critères qu'on vient de décrire là, je devrais avoir un profit net d'à peu près, là, j'arrondis, là, de 792 millions de dollars. Donc, je ferais un rendement d'à peu près 8 net. Ça, là, c'est le prix le plus cher que Warren Buffett. C'est le genre de rendement au minimum qui est prêt à satisfaire pour considérer une entreprise. Donc, ça donne un critère d'investissement. Et c'est pour ça qu'après, quand on regarde la majorité des positions dans le portefeuille qui ont été faites par Warren Buffett, qu'on parle ici de American Express, Apple, Bank of America, Bank of New York, Mellon, Coca-Cola, GM récemment, puis aussi plusieurs conglomérats japonais, bien, on regarde les critères ici, puis c'est exactement ce que Todd Combs nous a décrit. C'est des compagnies qui se transigent à de faibles ratios cours-bénéfices. Et c'est des entreprises qui sont prévisibles. C'est là qu'on va regarder d'autres critères de sélection. Là, on vient de voir qu'est-ce qui détermine un prix raisonnable, mais il y a d'autres critères. Warren Buffett, dans tous ses écrits, là, si on veut résumer sa sélection de titres, il y a 4 étapes. Premièrement, est-ce qu'il comprend l'entreprise? Puis pour comprendre l'entreprise, il connaît son cercle de compétences. Donc, ça va être très rare qu'on va avoir une société pharmaceutique dans le portefeuille de Berkshire Hathaway parce que c'est en dehors du cercle de compétences de Warren Buffett. L'autre point, la question, c'est cette compagnie-là, c'est quoi son avantage concurrentiel? C'est important de savoir parce que plus que l'avantage concurrentiel est fort, plus que l'entreprise est difficile à imiter ou à tasser, bien, plus probable qu'elle sera là dans 5 ans, puis plus probable elle va continuer de poursuivre sa croissance des ventes. Puis comme j'ai mentionné dans une vidéo précédemment, vous pouvez aller voir notre chaîne YouTube, je disais, c'est quoi un des indices parmi tout qui pourrait déterminer la qualité d'une entreprise? Bien, si demain matin, un groupe d'investisseurs voudrait s'attaquer à cette entreprise-là, à ce secteur de marché-là, est-ce qu'ils seraient capables de recréer la reconnaissance de la marque, réinvestir ce que ça prend, passer à travers toute la réglementation pour exactement être dans le même secteur d'activité. Puis plus que c'est difficile de répondre par un oui, plus que l'avantage concurrentiel est significatif. L'autre point, l'équipe de direction, elle doit être talentueuse et surtout intègre. Comment nous, communs des mortels, si on n'a pas le privilège ou l'occasion de communiquer direct, d'avoir des relations avec les dirigeants d'entreprise, on peut s'assurer de ça? Bien, on peut lire la lettre de l'équipe de direction publiée à chaque année dans les rapports annuels. On peut aller sur des sites Internet voir la discussion à chaque trimestre que l'équipe de direction avec les analystes. Puis on peut reculer de 5 ans, 10 ans, voir c'était quoi la vision qu'elle allait être l'économie, l'entreprise en 2023, puis est-ce que l'équipe de direction a exécuté selon la vision, puisque la vision, elle était juste. Puis finalement, on ne va pas payer n'importe quel prix, on doit payer un prix juste comme on vient de le décrire précédemment. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va donner des entreprises, si on revient au portefeuille ici, qui sont stables. Et là c'est là qu'on va donner un peu la recette secrète ou méconnue de Warren Buffett. Puis ça, c'est super important. C'est que Warren Buffett, quand il choisit une entreprise, il veut les payer pas cher, puis il veut que ce soit des entreprises très prévisibles, puis il veut des titres nécessairement pas très volatiles. Il ne parle jamais du dividende, il parle de la volatilité, puis il parle surtout de la prévisibilité du modèle d'affaires. Parce qu'il ne peut pas se permettre une grande volatilité dans le portefeuille. Pourquoi? C'est à cause de l'effet de levier. Berkshire Hathaway emprunte des milliards et des milliards de dollars pour investir. Comme elle le fait, de diverses manières, mais la principale, c'est en utilisant le float, qu'on appelle en anglais. Berkshire Hathaway a été un actionnaire principal de Geico, un des plus gros assureurs de dommages aux États-Unis. Et ce qui se passe, c'est que quand les gens payent leurs primes, il y a un délai de temps avant qu'il y ait des réclamations. Et cette somme-là, qui est flottante, ben, est utilisée pour être investie. On s'entend qu'on investit des primes qui vont être utilisées pour des futures réclamations. Donc, on fait un effet de levier de ce côté-là. Et si on regarde, depuis 1986,
Le flottant, il a augmenté exponentiellement, pas juste grâce au secteur de l'auto, de l'assurance de dommages avec Geico, mais c'est aussi avec la réassurance. Parce que Ajit Jain, pour ceux qui connaissent bien l'entreprise de Berkshire Hathaway, a créé un nouveau secteur d'activité en assurance, en réassurance pour assurer des risques, entre autres climatiques, des risques très élevés. Et ce que ça a fait, ça a été un secteur très rentable. Et là, on voit ici le flottant qui est passé de 800 millions de dollars à 7 milliards de dollars. C'est multiplié par 10 dans les 11 premières années d'exécution de Ajit Jain. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que le coût d'emprunt, au début, ce n'était pas nécessairement rentable, l'assurance, mais au fur et à mesure que c'est devenu rentable, leur coût d'emprunt a égalé les taux long terme qu'on peut avoir sur le marché des obligations aux États-Unis. Donc, on a une marge de plus en plus disponible qui est importante. Elle est de moins en moins coûteuse. Donc, demain matin, si vous dites, moi, je veux, écoute, ça m'inspire ce que tu me dis, je vais aller dans mon compte de courtage à escompte ou je vais appeler mon courtier en valeur mobilière puis je vais emprunter sur marge, vous n'aurez pas le même taux négocié que celui de Berkshire Hathaway. Et là, ce qui est important de remarquer, c'est que quand on regarde ces données-là ici, on parle de 1997, c'était la genèse de l'ampleur que ça a eu, puis aujourd'hui, c'est encore plus important. Et dans ces années-là, c'était les années 80. Ici, on voit de 1982 à 96. C'était les années où vraiment Berkshire Hathaway, dans leur sélection de titres individuels, ils ont vraiment tiré leur épingle du jeu par rapport à ce que le marché offrait. Et à cette époque-là, le rendement annuel que Berkshire Hathaway obtenait sur sa croissance de la valeur au livre, qui combine des entreprises privées et des entreprises publiques, était de 24 par année. Mais quand on enlevait l'effet de levier, en fait, on allait chercher une performance de 20,5 par année, pendant que le S&P 500 a offert du 16,7 par année. Donc, la plus-value de la performance de Berkshire Hathaway est de 7,4 mais quand on enlève l'effet de levier, à cette époque-là, Warren Buffett battait l'indice d'à peu près 4 Puis là, vous allez me dire, « Wow! Si tu me dis que tu peux me gérer mon portefeuille puis battre l'indice de 4 je serais très satisfait. » Évidemment. Mais comme je le mentionnais tout à l'heure, les années 80-96, la taille de Berkshire Hathaway était beaucoup plus petite. Comme on voit, il y avait un flottant de 3-4 milliards de dollars. Donc, ils pouvaient, le carré de sable, l'écosystème de sociétés disponibles pour eux était très large. Mais aujourd'hui, quand on a des dizaines de milliards de dollars, puis on veut des positions concentrées, ça rétrécit. Et on va voir un peu où ça va rétrécir. Mais même lors d'une assemblée avec les actionnaires en 2002, on avait posé la fameuse question à Warren Buffett, c'est quoi la plus-value? Puis il dit, en fait, l'effet de levier a donné une surperformance de 5 à 6 par année. Et c'est grâce à ça qu'il a obtenu des rendements vraiment significatifs. Puis le rendement composé a été très élevé. En fait, grâce à l'effet de levier et la bonne stratégie de placement, une personne de 1965 jusqu'à aujourd'hui a fait 10 fois plus d'argent avec Berkshire Hathaway que s'il avait investi directement dans l'indice du S&P 500. Cet avantage concurrentiel-là se réduit aujourd'hui de plus en plus parce que la technologie, on aurait pu remonter à plus de 15 ans. À certains moments, ça a été difficile parce que quand on voit des périodes où l'innovation a une super belle cadence, bien, la compagnie de Berkshire Hathaway va moins performer à cause de la nature de ses entreprises. Puis cet écart-là est beaucoup plus difficile parce que les options d'investissement sont de plus en plus restreintes. Donc, si on résume la stratégie de Warren Buffett, premièrement, il y a un filtre de sélection qui va regarder c'est quoi, s'il connaît bien le secteur d'activité. Est-ce que cette compagnie a un avantage concurrentiel significatif? Est-ce qu'elle a une bonne équipe de direction? Est-ce que le prix est raisonnable? Puis pourquoi que le prix est raisonnable? C'est que c'est comme ça qu'on peut se permettre l'effet de levier. Puis c'est pour ça que les gens doivent être réalistes quand on regarde la stratégie de Warren Buffett. Parce que, je vais donner un exemple, l'immobilier. Aujourd'hui, si vous voulez acheter un multilogement, 12 portes, 24 portes, puis vous l'analysez, vous allez voir qu'après les revenus de loyer, moins les dépenses, le profit qui va vous rester, si vous étiez assez riche pour acheter l'immeuble, le payer au comptant, là, un peu comme le calcul que je mentionnais, le taux de capitalisation il est peut-être d'environ 4 en ce moment. 4 ça, c'est la réalité à peu près du marché. Donc, si les investisseurs immobiliers veulent une performance supérieure, ils doivent faire un effet de levier. Puis ils peuvent parce qu'un immeuble, ce n'est pas aussi volatile qu'un titre en bourse. Maintenant, Warren Buffett le fait. Lui, il emprunte entre 25 et 35 de son portefeuille, de la valeur de son portefeuille pour faire un effet de levier. Donc, ces titres ne peuvent pas être volatiles parce que si la capture de la baisse est significative, puis ça vient toucher la valeur de la dette, ils viennent perdre complètement son équité, puis il y a des appels de marge significatifs. Donc, le risque de crédit est très élevé.
Donc, c'est pour ça que quand on voit un investisseur, quand on voit dans les nouvelles que Warren Buffett achète une entreprise en particulier, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne occasion d'investissement, loin de là, mais il faut se rappeler que Warren Buffett, son objectif, il va battre l'indice avec l'effet de levier. Puis actuellement, ce qu'il veut, c'est des titres nécessairement très prévisibles sans nécessairement avoir une grande volatilité. Si vous êtes à la retraite, si vous voulez prendre peu de risques avec le moins de risques possible avec votre capital tout en faisant de la sélection de titres individuels, sa philosophie fonctionne. Par contre, si vous avez plusieurs décennies devant vous puis vous voulez toucher à des secteurs prometteurs de l'avenir où les probabilités que les titres soient plus volatiles qu'un genre de Coca-Cola ou d'un American Express est présent, mais que la destination, vous pensez que la performance va être plus élevée, il faut réaliser qu'on ne pourra pas faire une recette qui est similaire à celle de Warren Buffett parce que la petite épice dans son portefeuille, c'est l'usage de la dette. Et ça, en tant qu'investisseur, je vous dis, il faut vraiment être prudent avant de considérer ça, car très peu d'investisseurs devraient opter pour cette stratégie. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.